Notre invité ce matin est député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Et bonjour Jean-Jérôme Bertolus. Bonjour Simon, bonjour Éric Coquerel. Alors la canicule continue de sévir en France et le pire est encore à venir aujourd'hui. Et mardi, on écoute la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Elle était hier dans le centre opérationnel des urgences. 25 hôpitaux sur 650 se déclarent en tension et mobilisent leur plan qui leur permettent de faire face. Mais cette situation en tension est essentiellement liée à l'afflux de personnes sans lien avec la canicule. Éric Coquerel, le plan canicule fonctionne. Finalement, toutes les leçons ont été tirées de 2003, notamment dans les hôpitaux et les EHPAD. Écoutez, on le verra à la fin de la canicule. J'ai quand même un doute, parce que en temps normal, dans les EHPAD, la tension dont parle la ministre, elle est déjà là. Elle existe déjà. C'est pas pour rien que cette année, on a vu des mouvements sociaux très importants dans les EHPAD, de personnel qui n'en peuvent plus, qui crient, qui tirent la signal d'alarme, pas seulement pour leurs conditions, mais surtout pour la condition des personnes qui y sont. Donc j'ai un peu du mal à imaginer qu'avec la canicule, cette situation se soit améliorée par rapport à 2003, à l'époque où l'austérité avait encore frappé moins fort, justement, les 100 millions octroyés aux EHPAD au printemps dernier, ça n'était pas suffisant? Ah non, c'est une goutte d'eau, vraiment une goutte d'eau. Si on connaît aujourd'hui la situation des hôpitaux en général, du service public de santé et des EHPAD. Donc, moi je l'espère, je veux dire, bien évidemment, on n'a qu'une envie, c'est que le phénomène de canicule que nous connaissons et qui va se répéter inévitablement, vu la question du réchauffement climatique, se passe le mieux possible pour les patients, enfin les personnes qui sont dans les EHPAD. Mais j'ai plus qu'un doute. Oui, alors justement, si cette situation caniculaire se répète, Nicolas Hulot, le ministre de l'Environnement, il y a une semaine, appelait dans le journal du dimanche à une union sacrée politique. Donc il faisait référence notamment aux oppositions aujourd'hui en France. Qu'est-ce que vous lui répondez à Nicolas Hulot? Oui, union sacrée sur la question du réchauffement climatique? Je me dis que Nicolas Hulot devrait être ministre de l'Environnement, ça se passerait mieux dans le pays. Voilà. Non, écoutez, c'est une question. L'union sacrée, sur quelle ligne politique, sur quelle base? Nous estimons que la solution aujourd'hui, c'est pas de continuer une politique de productiviste et une politique dite de l'offre qui tente justement à toujours considérer que l'intérêt général, les services publics, ça coûte trop cher, que il faut laisser faire le marché, etc., etc. On n'y croit pas, y compris le marché vert. Voilà, on ne croit pas à cette notion-là. On pense que la situation est tellement urgente qu'il faudrait aller, par exemple, ce que nous appelons une planification écologique. C'est-à-dire à un moment donné que l'État prenne des moyens, prenne des directives pour que notre économie soit tournée véritablement sur la question de préservation du climat, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc une union sacrée autour de quoi? De la politique de Macron, vous rigolez quoi. Pas d'union sacrée, peut-être un pacte de non-agression avec les Verts aux Européennes. C'est autre chose. Comme là, on abandonne. C'est une autre question, effectivement. Écoutez, vous l'envisagez avec Benoît Hamon, est-ce que vous seriez prêt à le faire avec les Verts? Écoutez, nous, on n'a pas spécialement envie de passer une campagne européenne à taper sur les autres forces progressistes. Surtout qu'on ne présente pas la même chose. Alors là, avec les Verts, c'est clair. Ils sont pour un projet fédéraliste. Ils pensent qu'ils peuvent arriver à transformer l'Union européenne dans le cadre des traités actuels. C'est un peu comme Benoît Hamon. Enfin, Hamon, ça change un peu de temps en temps. Un jour, c'est plus de rupture. L'autre jour, c'est plus de réformes. Enfin bon. Mais du côté d'Europe Écologie, ils vont faire leur campagne. Notre préoccupation va pas être une concurrence avec Europe Écologie. Notre préoccupation, ça va être de faire vivre nos idées sur la nécessité de rompre avec les traités pour tout changement possible en Europe. Il n'y a pas d'autre solution que cela. Il n'y a pas de transformation de l'Europe dans les traités constants. Et puis un certain nombre de mesures que nous nous engagerons que nos députés s'engageront à défendre au Parlement européen et qui pourrait être un peu la préfiguration de ce que nous mettrions en avant si nous gouvernions le pays. D'un mot, sur l'environnement, ça peut être quoi? Sur le réchauffement climatique, cette priorité, ça peut être quoi? Par exemple, ça serait un investissement massif au niveau européen, justement dans les énergies renouvelables, dans la question des rénovations thermiques. Ça serait mettre de l'argent de manière importante, au lieu des politiques d'austérité qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, ça serait par exemple une mesure. La deuxième mesure, ça serait d'en finir avec ce droit à polluer, ce marché carbone qui existe, et donc de privilégier, j'allais dire, tout ce qui justement permet d'aller vers une vraie solution écologiquement
écologiquement possible. Mais autre chose, ça serait dénoncer les traités CETA-TAFTA, par exemple, que nous signons, et qui sont des traités qui sont absolument catastrophiques d'un point de vue écologique. Vous aurez l'occasion à l'Assemblée, de toute façon, de valider ou pas l'accord commercial avec le Canada. Ça sera avant la fin de l'année. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est déjà en application, ce qui est quand même un problème. Oui, il est en application temporaire. Oui. Ouais. Le 4 août dernier, justement, c'était le jour du dépassement. Ça veut dire que les habitants de cette planète, maintenant, consomment des ressources que la Terre ne peut plus produire. Vous parliez de planification écologique. Bon, on ne voit pas forcément à quoi ça correspond, mais est-ce que, globalement, devant l'urgence, Éric Coquerel, vous êtes pour ou contre la décroissance? Attendez, laissez-moi juste revenir là-dessus, si vous ne voyez pas ce que c'est. Nous sommes pour constitutionnaliser la règle verte. La règle verte, ce serait justement de ne plus produire plus que la Terre ne peut absorber, de façon à ce qu'on n'arrête pas année par année de reculer de 2-3 jours au niveau de ce fameux jour du renouvellement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'année dernière, je crois qu'on était le 3-4 août, c'est-à-dire tous les jours, tous les ans, il y a 3-4 jours qui régressent. Bon, on n'a pas deux planètes. Donc il va bien falloir qu'à un moment donné, on s'arrête. Donc par exemple, nous voulons mettre une règle verte et toutes les économies, les activités économiques seraient, j'allais dire, conduites sous cette règle verte. Et non pas la fameuse règle d'or du déficit, soi-disant la dette qu'on lègue à nos enfants, etc. Qui mais ça va être inscrit dans la Constitution que la France lutte contre le réchauffement climatique. La dette écologique, c'est ça le problème central. Et je vous rappelle que nous avons su, nous sommes pour en sortir, mais dans les années 70, nous avons su investir pour dire à un moment donné, il faut sortir, ou en tout cas être moins dépendant de l'énergie pétrolifère. Donc, on passe au tout nucléaire. Nous pensons, par exemple, de la même manière, nous pourrions tourner notre économie pour faire en sorte que, non pas dans 30 ans, mais dans 15-20 ans, on passe au 100% renouvelable. Un grand pari technologique. Voilà le genre de mesures que nous mettrions dans la planification écologique. Oui, et ça, ou par exemple la rénovation thermique des bâtiments. Très vite, toute autre question dans l'affaire des emplois d'assistants parlementaires présumés fictifs. La Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris doit rendre une décision. Le Rassemblement national s'oppose à cette décision qui a vu effectivement une saisie de 2 millions d'euros. On écoute tout de suite Sébastien Chenu. Il était sur France Info la semaine dernière. Je rappelle que cette subvention, c'est l'argent que nous obtenons à travers le vote des électeurs aux élections législatives. Donc c'est l'argent que les Français ont souhaité nous donner. Les deux juges sont archi-politisés et mènent une guerre tout à fait personnelle et politique contre le Rassemblement national. On nous mène une guerre parce que nous ne pensons pas la même chose, parce que nous combattons cette Union européenne. Eh bien, nous continuerons. Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national. Vous êtes solidaire ou pas? D'un mot? Non, solidaire, non. Je ne serais pas solidaire du FN. Attendez pas une phrase comme ça. Par contre, j'avoue mon incertitude. Parce que d'un côté, moi, je ne pense pas que la justice fasse de la politique dans l'affaire. Ils veulent faire en sorte d'avoir un séquestre pour être sûr d'être payé. D'un autre côté, j'ai pas envie de faire du FN un martyr en politique. Voilà. Voilà aujourd'hui mon hésitation. Éric Coquerel, député La France Insoumise, vous restez avec nous. On continue cette interview juste après l'essentiel de l'info à 8h41 avec Mélodie Pépin. La peur et l'envie de fuir en Indonésie, 900 touristes sont en cours d'évacuation après le puissant séisme qui a frappé l'île de Lombok hier, le deuxième en une semaine. Et le bilan continue de s'alourdir, au moins 91 morts et 209 blessés. Les secours toujours à pied d'œuvre pour tenter de retrouver des survivants. Le fils de Donald Trump a bien rencontré une avocate russe pour obtenir des informations sur Hillary Clinton pendant la campagne présidentielle. C'est Donald Trump lui-même qui l'admet. Une réunion totalement légale, assure le président américain. En France, on continue de surveiller le thermomètre. 38 degrés attendus à Bordeaux, 36 demain à Paris et Lyon. Ça ira mieux jeudi. 67 départements sont toujours en alerte orange canicule. Et puis il y a 2 ans, le bar Cuba Libre à Rouen prenait feu à cause d'une bougie d'anniversaire. 14 morts. Une famille accuse aujourd'hui les gérants du bar de ne pas avoir conduit immédiatement les pompiers à la porte de secours pour la casser. Les jeunes gens étaient coincés dans la cave. France Info. Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, est notre invité ce matin. Jean-Jérôme Bertolus. Éric Coquerel, alors que la rentrée se profile, 17 000 jeunes bacheliers sont toujours en attente d'une place. On écoute Jérôme Teillard, chef de projet de Parcoursup. Il était ce matin sur France Info.
Il n'y a pas de magie sur Parcoursup, il y a simplement une procédure qui évolue. Dès le 23 mai, on avait indiqué qu'on changerait à un moment donné le processus d'indicateur public pour s'adapter à l'évolution de la procédure. On a déjà plus de 86% des jeunes qui ont trouvé une proposition, donc ils savent où ils vont aller s'inscrire. Et puis, on a aujourd'hui des jeunes qui sont en attente, c'est sur ceux sur lesquels on va se concentrer. 17 000 sur 800 000 jeunes bacheliers, tout va bien ? Vous avez remarqué, on ne comprend pas vraiment ce qu'ils disent. À chaque fois, j'écoute leur... Non, c'est pas ça les chiffres. Aujourd'hui, il y a une petite moitié, une moitié, qui n'a pas validé un choix définitif. Ça, c'est ça la réalité. Parce que ce choix ne leur convient pas dans ce qui leur a été proposé. Alors je sais qu'à chaque fois le ministère conteste, mais enfin moi j'ai des cas concrets de gens qui sont envoyés, qui partent à Marseille alors qu'ils habitent à Paris, c'est réel. Alors on me dit ils les ont mis dans leurs vœux. Alors peut-être qu'ils les ont mis dans je ne sais quel vœu par peur de ne pas être pris dans la fac. Mais enfin c'est des situations impossibles. Il y a, je crois, c'était il y a quelques jours, 145 000 personnes qui ont disparu dans la nature. On ne sait pas où ils sont. D'accord, on ne sait pas si c'est parce qu'ils réservent un vœu pour plus tard. Enfin, on se perd en conjoncture. Donc non, on ne peut pas dire qu'APB aujourd'hui fonctionne bien. Ça, c'est de la communication. On va attendre la rentrée pour Parcoursup, pas APB, pour vérifier. Mais de toute façon, vous avez un problème logique. On n'a pas fait suffisamment de place dans les facs. On n'a pas conclu suffisamment de place. On n'a pas mis l'argent qu'il fallait par rapport à l'augmentation des lycéens. Et on met un système qui aujourd'hui permet de sélectionner et de ne plus être sûr justement de pouvoir rentrer dans l'enseignement supérieur. Donc vous verrez qu'à la sortie, il y a des gens qui vont se retrouver sur le carreau, malheureusement. D'un petit mot quand même, Éric Coquerel, depuis le début de cet entretien, vous dites il faut plus d'argent dans les EHPAD, plus d'argent dans les hôpitaux, plus d'argent dans l'environnement, plus d'argent dans l'université. Effectivement, si on met de l'argent partout, on peut résoudre tous les problèmes. Ouais, mais je vais vous donner un exemple assez précis. Alors, on ne va pas le prendre que là. Ouais. Il y a d'autres trucs. Mais déjà, vous reprenez les 3,5 milliards d'argent qui ont été volatilisés de l'ISF avec les actionnaires les plus riches qui ont été exemptés désormais de l'ISF. Ça fait 3,5 milliards. Vous prenez à peu près le coût de 2 milliards minimum de ce qu'on appelle la flat tax qui plafonne les revenus du capital, vous allez arriver à 5,5. Nous, on avait calculé qu'il y avait à peu près 9 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches au dernier budget. Déjà, je vous assure, vous en mettez un peu d'argent. Et puis, globalement, nous, on l'assume. On pense que la question des déficits, c'est pas la question centrale. Voilà, tout dépend de quelle dette, tout dépend à quoi vous correspondent vos dettes. Vous investissez dans les EHPAD, dans les écoles, c'est une bonne dette pour l'avenir, chacun peut le comprendre. Et puis il y a des mauvaises dettes qui sont justement celles qui sont créées par les cadeaux fiscaux qu'on fait aux plus riches. Vous voyez, il y a des politiques différentes. Donc nous, si demain on gouvernait, on avait fait un contre-budget. D'ailleurs, moi j'avais coordonné un contre-budget qui montrait qu'on pouvait très bien avoir une autre politique, que celle qui est menée aujourd'hui, de relance de l'activité. Et entre parenthèses, cette fameuse politique d'austérité, elle donne pas vraiment de résultats. Vous avez vu que les chiffres du chômage remontent, les chiffres malheureusement économiques sont plutôt en berne pour le premier semestre 2018. Ralentissement de la croissance. Ralentissement. Donc les donneurs de leçons qui nous disent il y a que ça comme solution, excusez-moi, mais ça fait quand même des années que ça produit beaucoup de chômage surtout. Éric Coquerel, nous parlions de la rentrée des bacheliers dans quelques semaines. Parlons de la rentrée politique, puisque vous êtes en vacances pour 15 jours, les députés. Est-ce que vous espérez que cette rentrée sera dans la lignée de l'affaire Benalla, avec des oppositions plus fortes face à la majorité? Oui, je pense qu'il y a un avant, un après, incontestablement. On verra d'abord si l'affaire Benalla est terminée, parce que il y a des juges qui sont en train d'enquêter. Heureusement, le Sénat, lui, a le droit d'avoir une commission d'enquête qui continue à travailler, contrairement à celle de l'Assemblée qui a été sabotée par la majorité En Marche et la présidente de la commission. Donc on verra bien ce qui sortira. Moi, je pense que cette histoire il reste beaucoup de zones d'ombre. Il y a une zone qui est très claire, celle-là, elle est assumée. C'est qu'il y avait de la part de la volonté de l'Élysée le fait de créer une cellule avec des gens venant du privé, pas seulement des gendarmes, des policiers, s'occupant de la sécurité de l'Élysée, voire, et c'est là où la question est posée, peut-être même agissant même peut-être sur des manifestations. Pourquoi on ne sait pas, où M. Macron n'est pas présent. Donc il faudra fouiller. Mais moi, je pense qu'il y a un avant-après. Parce que la façon dont le pouvoir a menti, et le pouvoir a menti, au moins par omission à partir du 2 mai, la façon après de se accumuler les incohérences, où on a bien vu qu'il y avait une espèce de discours de communication qui allait de M. Benalla au directeur de cabinet de l'Élysée et à M. Macron. Je pense, moi, ce que je vois avec les gens avec qui nous parlons, c'est que ça c'est pas passé. Voilà, c'est pas passé. Et puis, autre chose, c'est que du coup, ça a conduit M. Macron à retirer pour la première fois une loi. Alors,
On ne sait pas trop comment il va essayer de la repasser. La loi institutionnelle. Et moi, j'ai toujours pensé... reportée. L'examen est reporté. D'accord, mais je vois pas très bien comment il va la passer cette fois-ci à l'Assemblée, au Sénat, vu ce qui s'est passé. On verra bien. D'ailleurs, j'ai remarqué que M. Ferrand est très prudent. On ne sait pas trop comment... Nous, on leur dit chiche, passez avec un référendum. Ça serait une bonne idée, puisqu'ils nous disent, vous avez peur en réalité de cette réforme. On leur dit, allez-y, passons devant le peuple. C'est toujours le peuple la solution. Je ne suis pas sûr qu'ils vont passer par là, parce qu'ils seraient sûrs, c'est peut-être pas là où le débat va être le plus retentissant. Il va y avoir quand même un agenda social très lourd pour le gouvernement à la rentrée. Par exemple, vous craignez effectivement des coupes dans le domaine social au niveau du budget, parce que le gouvernement cherche à faire des économies? Non, mais c'est pas que je les crains, elles sont annoncées. Les mauvais coups sociaux sont annoncés. On va attaquer les retraites, on va attaquer la sécurité sociale telle qu'elle est conçue depuis la libération, c'est-à-dire adossée sur les revenus du travail, la richesse produite et non pas fiscalisée. Et puis, les prochaines coupes budgétaires vont être très importantes, ne serait-ce que d'ailleurs parce que, justement, il y a ralentissement de l'économie, moins de croissance. Vous seriez contre un guichet unique en matière d'aide sociale? Après tout, il y a beaucoup aujourd'hui de Français modestes qui ne demandent pas le RSA, qui ne demandent pas certaines aides sociales auxquelles ils ont droit. Est-ce qu'il ne faut pas expliciter tout ça, rationaliser? Non, c'est pas ça. C'est qu'il faudrait mettre le paquet, y compris en moyens humains, pour que ces gens-là touchent ce que la société doit leur donner. C'est ça le problème qu'on a. C'est que à partir du moment où vous appauvrissez les systèmes sociaux, les travailleurs sociaux, toute la structure même qui faisait la protection sociale dans ce pays, inévitablement, à l'arrivée, vous avez moins de gens qui demandent le RSA, qui ne savent pas vraiment quelles aides ils peuvent avoir. Vous, la France Insoumise, vous allez changer un petit peu de stratégie à la rentrée. On a vu des mobilisations. On a vu des mobilisations dans la rue même qui n'ont pas forcément atteint leurs objectifs. C'est pas seulement France Insoumise. Non, enfin vous en étiez un petit peu le pilote, on va dire. Non, Mais vous allez changer de stratégie ou pas? On a souvent suivi les syndicats et on était copilote pour 2 grandes marches, notamment en mai avec les syndicats, donc ça c'était très satisfaisant. Écoutez, changer les stratégies. Déjà, je vais revenir à la question qui vous est posée. Je pense que l'échec de M. Macron sur la loi institutionnelle et l'image qu'il a laissée au pays, que manifestement montrent tous les sondages d'opinion, même s'il faut faire attention avec les horoscopes. Cette image-là, je pense que ça va revigorer toutes les oppositions, y compris les oppositions sociales. Quand vous vous dites il est capable de reculer, après ça vous donne plus de tonus et plus de hargne et de foi dans ce que vous voulez faire. Bon. Donc je pense que ça va être un regain à la rentrée. À la rentrée, nous, on va voir ce que font les syndicats. Je crois qu'ils se réunissent fin août. Il y a Force ouvrière qui est rentrée dans la danse. On va voir ce qu'ils proposent. Nous, on va les soutenir. Nous, on est toujours partants, on l'a dit, pour des grandes marches, par exemple nationales, un week-end où nous pourrions additionner nos forces à celles des syndicats. Toutes les initiatives communes, nous sommes preneurs. Donc on va essayer de faire en sorte de ne pas attendre les européennes pour régler un premier compte électoral avec M. Macron, mais de faire en sorte de le faire reculer dans la rue, dans les mobilisations. Et de ce point de vue-là, on va continuer à tenir le rôle qui a été le nôtre pendant un an. Merci Éric Coquerel d'avoir accepté l'invitation de